Merci Mohamed Tahar Ben Saada d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous dirigez également l'Institut France Fanon à Bruxelles, vous êtes également spécialiste de l'Algérie. Alors vous avez écrit un article récemment, un article dans lequel vous rappelez qu'il y a des signes, je cite, qui ne trompent pas, qui commencent à faire craindre aux Algériens une contre-révolution. Quels sont ces signes exactement? Alors parmi les signes qui font craindre une contre-révolution, on a notamment la présence encore de la plupart des personnalités compromises avec l'ancien régime, 2 semaines après la démission du président Bouteflika. On a le retour sur la scène politique et médiatique de personnalités impopulaires, unies par le peuple, comme Ahmed Yahya, l'ancien premier ministre Ahmed Yahya, le secrétaire général du GT, Sidi Saïd, etc. Et dont tout le monde connaît les liens avec ce qu'on appelle justement l'État profond ou le pouvoir parallèle, représenté notamment par l'appareil de l'ex-DRS dissous. Voilà. C'est quoi cet État profond en Algérie? Est-ce qu'on peut le définir? Alors, par État profond, d'abord, je pense que la première chose qui revient souvent, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que l'État profond est identifié souvent à l'appareil de l'ancien DRS dissous. Mais je pense que si on veut vraiment comprendre ce qu'on appelle État profond, il faut revenir plutôt au système, au type de système politique algérien qui est appelé en général système administratif, où vous avez une administration civile, sécuritaire, militaire, etc., qui a, par-delà les régimes successifs qu'on a connus en Algérie, qui a toujours eu le dernier mot, qui contrôlait donc les affaires publiques, etc. Comment faut-il interpréter les dernières déclarations du chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, qui a affirmé que l'armée s'engageait à respecter les revendications du peuple algérien? Pour revenir donc aux dernières déclarations de Gaïd Salah, je pense qu'il faut d'abord les inscrire dans un contexte. Il faut revenir donc un petit peu à la position de l'armée. Je pense que même si durant la première semaine, les chefs de l'armée ont montré une certaine prudence, voire peut-être une certaine suspicion à l'égard justement du mouvement populaire, ils craignaient peut-être des manipulations, par exemple extérieures, etc. Je pense que petit à petit, ils ont compris qu'ils avaient à faire face à un mouvement vraiment populaire de grande ampleur, et que donc aussi bien pour des raisons internes, donc liées à la stabilité de l'État algérien, que justement à des possibles instrumentalisations extérieures, ils n'avaient pas d'autre choix que de respecter cette volonté populaire. Donc ça va au-delà des convictions des uns et des autres. La question, c'est une question de réalisme politique. On ne voit pas comment l'armée algérienne peut aujourd'hui faire face par la force, je dirais, à un mouvement de cette ampleur qui mobilise tous les vendredis des millions d'Algériens sur l'ensemble du territoire national. Alors, question sur Gaïd Salah qui affirmait que toutes les perspectives possibles restent ouvertes pour sortir de la crise. Alors, quelles sont ces solutions de sortie de crise? Aujourd'hui, pour, je pense, bien comprendre cette dernière déclaration de Gaïd Salah, et il faut rappeler qu'au départ, notamment je reviens un peu au 2 avril, quand le chef de l'armée algérienne a lancé son fameux ultimatum, qui a été suivi par la démission du président Bouteflika le soir même, il avait parlé de l'application de 3 articles de la Constitution. L'article 102, qui a été appliqué de fait par le départ du président Bouteflika, et l'article 7 et 8, notamment, ce sont des articles qui insistent sur le fait que le peuple algérien est la source de tous les pouvoirs, et qui insistent sur le fait de la légitimité aussi populaire, en disant que c'est le peuple qui est, en dernier ressort, le constituant, à travers, bien sûr, des formes, des modalités prévues par la Constitution. Et que donc, ici, à partir du moment où il a parlé de cet article 7, ce qui revient à dire que l'armée algérienne est d'accord avec la principale revendication populaire aujourd'hui, qui est la restauration de cette souveraineté populaire, ça a été une brèche énorme pour le mouvement populaire. Et la question maintenant de fond, c'est que l'application de l'article 102 était très aisée dans le cadre du système lui-même. C'est pour ça que l'article 102 peut évidemment cacher des velléités de reproduction du système, etc. En revanche, l'application de l'article 7, qui va justement permettre au peuple algérien de s'autodéterminer réellement, l'application concrète, elle demande, on va dire, du génie politique, juridique, etc. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Dire, voilà, le peuple est source de tous les pouvoirs, ça veut dire, on va devoir affronter la question de la refondation de l'État algérien.
Or, l'armée algérienne, comme dernier garant aujourd'hui, dernier rempart de la République, garant de l'indépendance et de la souveraineté nationale, elle ne peut pas envisager un processus de transition démocratique en dehors de l'exigence de la continuité de l'État. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un État qui est toujours là. Et donc la question qui est vraiment qui se pose et qu'on a du mal aujourd'hui à lui trouver, on va dire, des formules acceptables pour tout le monde, c'est cette nécessaire conciliation de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Et c'est, je pense, à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être comprendre jusqu'à un certain point ce qui peut apparaître comme une frilosité jusqu'ici de l'armée algérienne, à savoir le fait qu'elle reste un peu accrochée au schéma constitutionnel, alors que tout indique aujourd'hui, en tout cas quand on voit l'intransigeance du mouvement populaire, tout indique aujourd'hui que pour trouver une solution satisfaisante, il faut peut-être commencer à penser à sortir du cadre de la Constitution actuelle. Et donc la question fondamentale qui va se poser dans les jours, les semaines prochaines, ça va être cette question-là. Est-ce que on va continuer à chercher à concilier la solution politique et la solution constitutionnelle? Je pense que c'est la voie que l'armée algérienne semble privilégier aujourd'hui, pour des raisons sans doute de stabilité à l'intérieur, mais peut-être aussi, sans doute, pour ne pas donner prise à des ingérences étrangères, qui peuvent parler tout de suite de coup d'État, etc. Il ne faut pas oublier ça de l'armée algérienne. Je pense, pour comprendre un peu la conduite de l'armée algérienne face à la crise actuelle, il ne faut pas oublier ce facteur, le facteur extérieur. On l'attend au tournant. Il y a des forces extérieures qui attendent cette armée au tournant. Bon, alors c'est là que le mouvement populaire, si vous permettez, le mouvement populaire a bien, sur les réseaux sociaux, on le voit, a bien compris l'opportunité de ce qui s'est passé au Soudan. Regardez, au Soudan, visiblement, le mouvement populaire pour destituer el-Béchir a donné lieu à un coup d'État. Il faut appeler un chat, c'est un coup d'État ce qui s'est passé au Soudan. Qu'est-ce que vous avez? Le soir même, Washington qui dit « ce n'est pas un coup d'État ». Donc ici, comme ça les arrange, les puissances occidentales, quand il y a un événement politique qui les arrange, ils savent évidemment tout de suite s'adapter. L'opinion publique, la Vox Populi en Algérie, les gens sont très malades, ils ont compris, ils ont dit c'est le moment, ils disent à Gaïd Salah, c'est le moment, personne ne va vous accuser d'avoir fait un coup d'État. Oui, donc c'est ça la question de fond, c'est de dire la conciliation, la solution politique, la solution constitutionnelle, ou bien c'est d'avoir le courage à un moment donné de dire aujourd'hui, il faut passer à la solution politique. Alors vous parlez également de l'influence de cercles néocolonialistes français, dont vous dites qu'ils interviennent actuellement dans la révolution algérienne. Oui, effectivement, ça c'est un secret de polichinelle. Depuis le début de la crise, on a vu que les dirigeants français ont changé, en apparence, évidemment, de position, ou de discours du moins. Voilà. Alors d'abord, pour bien comprendre ça, moi je pense qu'un mouvement de cette ampleur, tel qu'on est en train de le voir en Algérie, c'est normal qu'il ne va pas laisser indifférent des puissances étrangères, et notamment un pays comme la France qui a d'énormes intérêts économiques, stratégiques en Algérie. Donc ça, je pense que c'est le contraire qui nous aurait étonnés. Pourquoi la France, pourquoi les services français ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Algérie? Alors, il faut rappeler qu'officiellement, les services français, le gouvernement français, ils mettent en avant 3 dossiers. Visiblement, leur position à l'égard de la crise algérienne actuelle serait déterminée par des risques supposés qui sont relatifs à 3 dossiers. Le premier dossier, on le connaît tous, c'est le risque migratoire. Oui, c'est vrai, l'effondrement, dans l'hypothèse d'un effondrement aujourd'hui de l'État algérien, c'est clair que ça va poser vraiment des problèmes gérables. Vous avez la question énergétique, même s'il faut peut-être ici un peu la relativiser pour la France, mais ça reste néanmoins, globalement, pour l'Europe, ça reste quand même important. Et puis, vous avez bien sûr la question de la sécurité régionale, donc l'impact d'une crise grave en Algérie sur la sécurité de la sous-région Afrique du Nord, la sous-région sahélo-saharienne. Voilà les 3 dossiers un peu sur lesquels il revient. Mais au-delà de ces 3 dossiers, il ne s'agit pas de minimiser, moi je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le mouvement populaire en Algérie, en s'attaquant justement à un régime auquel on reprochait bien sûr la corruption, l'autoritarisme, etc., mais aussi auquel on reprochait l'influence étrangère.
Et ça c'est clair dans les mots d'ordre. Aujourd'hui, quand on voit les mots d'ordre du mouvement populaire, c'est quelque chose de clair. Ça veut dire que à partir du moment où le peuple se soulève pour se réapproprier, sa souveraineté, ben, il est clair qu'il va poser un certain nombre de questions, dont notamment des questions relatives à la dépendance à l'égard. Mais qui sont justement ces cercles néocolonialistes français? On les retrouve où dans la société algérienne? Au sein de l'appareil d'État? Bien sûr, quand on parle de la France-Algérie, par exemple, on sait que certains auteurs, par exemple, ont insisté sur la coopération sécuritaire entre les deux services de sécurité durant, par exemple, la décennie 90, dans la lutte commune contre la menace terroriste, islamiste, etc. Mais en fait, la France-Algérie est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus profond. C'est vraiment un réseau d'interdépendance, de complicité économique, sociale, culturelle, etc. Je prends simplement pour un exemple qui est important, et ce sont des exemples publics. Je vais insister sur les exemples qui ont fait la une, des journaux à un moment donné, qui ont créé des mini-crises, etc. Prenons la question des visas. Tout le monde sait que, par exemple, depuis des années, la France utilise la question des visas, notamment pour les enfants de la nomenclatura, comme étant un instrument d'influence politique en Algérie. La France, aujourd'hui, octroie des visas aux enfants de la classe dirigeante algérienne, ce qu'on appelle des visas de long séjour, par exemple, de 2 ans, etc. C'est un moyen de pression sur les autorités algériennes? Bien sûr, c'est un moyen de pression. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des enfants de la nomenclatura qui viennent en France, qui achètent de l'immobilier, notamment la région parisienne, qui investissent, qui ont acheté des appartements, etc. dont on encourage la naturalisation française, etc. C'est un fait. Donc quand je parle d'un réseau d'interdépendance et de complicité économique réelle, c'est quand on dit la France-Afrique en général, la France-Algérie en particulier, c'est une affaire aussi de gros sous. Alors, bien sûr, cette influence, comme dans pas mal de pays, d'anciennes colonies françaises, etc., elle va aussi s'effectuer à travers des élites qui sont acquises à l'ancienne puissance coloniale, etc. Et ces élites, elles peuvent être bien sûr politiques, comme elles peuvent être académiques, comme médiatiques, etc. En Algérie, il y a des partis politiques, il y a des médias, etc. Donc ça va au-delà de l'État. Il y a une influence française, même ce qu'il ne faut pas bien sûr exagérer, y compris aussi dans la société algérienne. Merci à vous, Mohamed Tahar Ben Saada.